Bonjour à tout le monde, merci d'être là pour ces deux séances sur l'histoire des restaurants du 18e, de 1765 précisément à 1914-1918, avec des prolongations jusque peut-être la nouvelle cuisine. On va voir si on a le temps la prochaine séance dans 15 jours de parler de ces derniers, avant-derniers rebondissements de cette histoire des restaurants, donc qui est un sujet compliqué, un sujet qui n'a pas beaucoup été traité dans la littérature. Beaucoup de gens en ont parlé, mais effectivement, peut-être qu'il s'agissait de remettre un petit peu, de savoir où était la genèse, comment était née cette histoire des restaurants parisiens, puisque tout commence à Paris au XVIIIe siècle. Et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi et comment peut-être ces histoires de restaurants, la naissance du restaurant dans le monde, hein, puisque je le dis fort et clair, le restaurant est né à Paris en 1765, 1760 à peu près, d'une manière un petit peu particulière. On est à l'époque des Lumières, on est à l'époque où effectivement un changement total d'époque qui va amener bien sûr la Révolution quelques années plus tard et un changement de société qui va effectivement faire naître cette drôle d'invention est le restaurant. Voilà. Donc, une invention révolutionnaire, puisque que vous aurez bien compris qu'effectivement, le restaurant n'est pas né tout seul, il n'est pas né de rien non plus. Il faut remettre un petit peu dans son contexte historique pour mieux comprendre comment le restaurant, qui aujourd'hui, comme vous le savez, subit de plein fouet la crise que l'on traverse. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai proposé ce sujet-là qui me semble très important pour nos restaurateurs et nos chefs bien aimés, pour comprendre un peu mieux comment effectivement ces restaurants sont nés et ont couvert le monde, puisque évidemment ça a commencé à Paris et aujourd'hui c'est dans le monde entier que les restaurants, comme vous le savez, sont présents chez nous. Voilà, je voulais un petit peu parler effectivement qu'est-ce que c'est que le restaurant? D'où vient le mot déjà restaurant? En 1765, l'année où on va voir où naît le premier restaurant à Paris, qui est tenu par un certain Boulanger, on a dans le dictionnaire de Trévoux, édité par des jésuites, on a une définition de ce qu'est le restaurant et le restaurateur. Alors vous allez voir, ça peut être un peu surprenant au premier abord. Les restaurateurs sont ceux qui ont l'art de faire les véritables consommés, dits restaurants ou bouillons du prince et le droit de vendre toutes sortes de crèmes, potager au riz, au vermicelle, œufs, frais macaronis, chapons au gros sel, hein, chapons donc les volailles, confitures et autres mets salubres et délicats. Voilà la définition en 1765 de ce qu'est le restaurant. Le restaurant, c'est non pas un lieu où on vient pour déguster ces choses-là, donc je viens de vous dire, mais surtout donc un mets, c'est-à-dire le mets restaurant, ce qui va permettre de se restaurer la santé, d'aller beaucoup mieux. Donc c'est pour bien sûr les personnes sensibles, voire malades. Donc vous voyez qu'effectivement c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant que de savoir que le restaurant, ce n'est pas un lieu pour commencer. Le mot restaurant comme lieu, lui, il apparaît simplement dans le dictionnaire de l'Académie française en 1835. Donc vous voyez, c'est très tard, très très tard. C'est relativement tôt, mais c'est surtout très tard. Et auparavant, donc on décrit bien sûr que le restaurant est un aliment qui restaure, qui répare les forces. Euh, voilà, donc et c'est souvent donc un bouillon, simplement un bouillon, une chose donc tout à fait simple et pas du tout gastronomique, hein, comme on peut s'imaginer. Alors, j'ai commencé, je vous montre cette image que vous voyez sur l'écran ici. Donc, c'est un tableau de Anne Vallée-Coster qui s'appelle La Jade Blanche, qui date de 1810. Anne Vallée-Coster, c'était notamment la professeure de dessin de Marie-Antoinette donc avant la Révolution française. Donc, ce n'était pas rien. Et je vous montre cette image parce qu'elle est tout à fait symptomatique pour moi, en tout cas, de nouvelles réalités par rapport aux aliments et par rapport à la nourriture qui n'existait pas auparavant, où on voit effectivement ici cette jatte blanche fumante. Donc vous voyez ces fumerolles au-dessus de cette jatte, une nature morte qui rappellera un petit peu Chardin d'ailleurs, quelque part, mais qui est cette fois-ci animée. Donc on est dans une nouvelle période où des sensations, du sens qui a donc une grande importance à cette époque des Lumières, comme on peut appeler.
Voilà, donc pour remettre un petit peu dans le contexte, vous avez compris qu'on s'arrêtera en 1850. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite, je ne vais pas rattraper mon retard, mais pour vous expliquer un petit peu d'où vient comment on mangeait avant le restaurant, hein. Donc d'abord, c'est la cuisine aristocratique, comme vous le savez. Ici, vous avez donc un tableau peint par Pierre-Denis Martin qui s'appelle L'entrée du second service au festin royal donné au palais épiscopal de Reims après le sac de Louis XV. Louis XV, donc le jeune roi tout jeunot, est ici au centre de votre image. On s'aperçoit que bien, les tables sont dressées. Vous voyez que, comme on dit, dresser une table, c'est qu'on les mettait sur des tréteaux. Donc, il n'y avait pas de salle à manger, il n'y avait pas encore un espace consacré pour manger. Donc, on mangeait un petit peu partout. Et puis, finalement, on s'aperçoit qu'ici, il y a une grande arrivée de serviteurs ici qui viennent pour vraisemblablement disposer des plats au milieu de cette salle de festin, de banquet, mais que finalement, on n'est pas trop à la gastronomie. C'est quelque chose, donc effectivement, ici, cette fois-ci, c'est le banquet aristocratique. On a très peu de représentation. Sous Louis XIV, qui donc avait installé l'étiquette de cour du grand repas, etc., on n'a aucune représentation peinte de cette époque de Louis XIV. Par contre, ici, on a ce curieux tableau donc, qui est conservé au château de Versailles, qui date de 1722. Pour parler bien sûr de restaurants, il faut parler d'abord aussi du service qui à l'époque s'appelait le service à la française. Le service à la française, donc ce n'était pas le service à la russe comme nous aujourd'hui, c'est-à-dire à l'assiette simplement, mais il y avait un certain nombre bien sûr de services très compliqués, assez longs, alors tout à fait compliqués. Ici, dans cet ouvrage qui va vraiment faire date, qui est un ouvrage fait par Antoine de Beauvilliers, ou Antoine Beauvilliers, L'art du cuisinier, un des premiers grands cuisiniers. Alors, vous voyez, ici, c'est marqué un cuisinier qui va faire date, qui va ouvrir son premier restaurant, d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, en 1782 au Palais Royal. Ancien officier de Monsieur, comte de Provence, attaché aux extraordinaires des maisons royales et actuellement restaurateur rue de Richelieu, numéro 26, à la Grande Taverne de Londres. Il va écrire en 1814 un ouvrage qui va faire date, donc c'est un des premiers, non pas ouvrage de cuisine, mais ouvrage de vulgarisation un petit peu, où il va expliquer finalement aux bourgeois, puisque lui il est un ancien cuisinier d'aristocrate, ancien cuisinier donc du comte de Provence, et il va expliquer un petit peu comment on doit servir à table. Alors voilà le service à la française tel qu'il le décrit. Voilà une planche tirée de son ouvrage de 1814, comme je vous l'ai dit. Premier service de printemps, 36 à 40 couverts. Vous voyez, on sert tout au même moment, hein, tous les plats. Il y a le potage, donc qui est le premier service. Ensuite, l'euro, ou le rôti, les viandes rôties accompagnées de leur sauce, souvent des sauces prestigieuses, au nom de grands seigneurs comme les Mornay, les Soubise, les Choiseul, pour ne citer que quelques-uns. Ensuite, en troisième partie, les entremets, ce sont souvent des ragoûts. Et puis, enfin, les fruits et les desserts. Donc, il y a des fois 4, 5, 6 services. C'est assez, évidemment, extrêmement compliqué. C'est la cuisine aristocratique qui va rester longtemps en mesure. Ce service à la française va disparaître à peu près à l'époque simplement de Napoléon III, c'est-à-dire vers 1850, et on va continuer à servir avec des services comme ça assez compliqués, on va continuer à servir dans les restaurants notamment, pour la plupart des gens. Le service à la russe va se mettre petit à petit en service dans les restaurants et dans les cuisines. Voilà, donc une autre image qui est assez impressionnante, ici signée de Barthélemy Olivier. C'est le souper du prince de Conti au Temple en 1766. Donc, il est contemporain du premier restaurant en 1765, comme je vous l'ai dit, qu'on va voir tout à l'heure. Ici, les petits dîners, l'aspect intimiste des consommations, de la manière de manger chez les aristocrates qui se développe à la Régence et sous Louis XV, va vraiment devenir une nouvelle manière de manger entre amis, en petit comité. Vous voyez ici donc des musiciens, un joueur de harpe et ici une joueuse de clavecin, les chiens qui sont devant la table. Le prince de Conti, il est dans l'alcôve, là, ici, et il contemple un petit peu ce dîner. Donc, c'est une société raffinée. Avant la Révolution française, c'est une société très raffinée qui va vraiment donner, cette société aristocrate, donner la manière de manger et la manière de consommer pour les bourgeois qui vont réussir. Alors,
les autres, à part les aristocrates, à part les nobles, qu'est-ce qu'on peut manger avant la naissance du restaurant? Eh bien, où on peut manger? Bien sûr, on peut manger ici dans les auberges. Alors ici, c'est un tableau de Benjamin Eugène Fichel, le cabaret de Ramponneau. Alors c'est un tableau du 19e siècle qui n'est pas du tout contemporain de l'époque de cette auberge fameuse à Paris qui existait avant le premier restaurant. Donc ça se situait à peu près en dessous de Belleville, au boulevard donc boulevard pas très loin de la place de la République aujourd'hui. C'était un endroit très fameux où on pouvait s'encanailler. Il y avait des aristos qui pouvaient manger là. La date de création, on ne la connaît pas exactement, mais c'est une auberge, un cabaret ou une auberge où on mangeait, on buvait aussi beaucoup. Voilà le premier endroit. On y mangeait souvent assez mal dans les auberges. Le service était à heure fixe. Il n'y avait pas de carte. Il y avait un menu unique, menu du jour, donc qu'on retrouvera dans les restaurants après par la suite, dans les restaurants un petit peu vulgaires. Mais en tout cas, voilà une ambiance où on pouvait manger. Montaigne, alors je ne vais pas épiloguer sur les auberges parce qu'on peut en parler très longtemps, mais Montaigne parle durant ses voyages de l'horreur que ça consistait, pour les voyageurs d'aller dans les auberges où il fallait bien sûr supporter son voisin dans les tables communes et manger souvent des choses un peu défraîchies et pas forcément très, très amusantes. Alors, autre endroit, bien sûr, on pouvait non pas manger, mais se sustenter, boire aussi, bien sûr, des choses, et surtout manger des sorbets aussi, puisque ce sont les cafés. Les cafés, bien sûr, vous connaissez tous le Procope, mais le Procope n'était pas à l'époque, qui date de 1680, donc très très longtemps. Le café est venu très longtemps à Paris avant. Mais donc ici, vous voyez, c'est un tableau de Louis-Léopold Boilly, Jeu de dames au café Lamblin, et un tableau de 1824. Alors pour la petite anecdote, on pourrait parler longtemps de ce tableau aussi. On voit deux générations, des vieux ici à droite et des plus jeunes d'ailleurs qui ne sont pas habillés de la même façon, ancien régime, style ancien régime à droite et style nouveau moderne à gauche. Donc deux générations qui jouent aux dames ici sur ce super tableau que j'adore énormément, de Louis-Léopold Boilly, conservé au musée Condé de Chantilly. Dernier endroit où on pouvait se sustenter et on pouvait aussi manger. Alors j'ai oublié bien sûr le traiteur. Le traiteur, lui, il livrait à domicile bien sûr les denrées qu'on lui commandait. Dernier endroit où on pouvait manger, en tout cas toujours à l'heure fixe, c'était les tables d'hôtes. Alors ici un tableau de Thomas Trowlanson, un tableau d'hôte d'un ordinaire français à Paris en 1810. On voit effectivement que là c'est une société aussi encore d'ancien régime, comme vous voyez ici. Voilà, qui est représenté. Il y a une ambiance un petit peu canaille avec donc ces serveurs qui se dispersent un petit peu partout et puis les personnages qui ont enlevé leurs perruques, comme vous voyez, ils ont les crânes nus. Donc les tables d'hôtes, c'était très répandu. On y mangeait quand on était voyageur. Bon, qu'est-ce qu'on pouvait faire en 1860 à Paris pour manger? Eh bien, on pouvait aller à peu près nulle part. La plupart du temps, si on était noble et aristocrate, on allait bien sûr chez ses amis, invités dans des hôtels particuliers, dans des résidences, mais on ne pouvait pas manger grand-chose. Sinon, on allait chez le charcutier grignoter ou sur les marchés grignoter des oublis ou des choses comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités. On mangeait mal. D'ailleurs, tous les commentaires le disent à l'époque, c'était bien difficile. Donc, voilà, on en est là. En 1765 arrive le fameux boulanger, aussi appelé Chant d'oiseau. Finalement, un personnage un peu énigmatique. Alors, avant de commencer, je voulais vous projeter, je vais essayer un film qui m'a demandé un petit peu de temps. Ça va être très court, c'est 18 secondes, alors concentrez-vous. Voilà, je vais cliquer sur ce petit film où l'on voit, j'ai représenté en très vite, vous voyez, comment les restaurants se sont implantés et disparus aussi au fur et à mesure, parce qu'ils n'ont pas toujours duré tous à Paris, donc de 1760 à 1920. Alors voilà, pour situer Boulanger, où se situe ce fameux Boulanger qui est le premier restaurant à Paris. Donc, j'ai cherché longtemps où il se situait. Alors, on a dit qu'il se situait près des Halles, on a dit rue des Poulies, mais alors, la rue des Poulies a été détruite depuis longtemps. Donc, voilà la rue des Poulies qui existait près du Louvre. Aujourd'hui, vous voyez sur votre écran ici. Je vous ai situé avec cette flèche-là.
il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque où il y avait bien sûr, alors je vous ai noté aussi sur cette carte pourquoi ce boulanger a eu vraiment beaucoup d'intuition de s'installer ici. On était à côté des Halles, que vous voyez ici sur la droite. Le Châtelet, lieu de pouvoir, bien sûr, le Châtelet, lieu terrible, où il y avait aussi la grande boucherie du Châtelet à cette époque-là. Le Louvre, bien sûr, qui est à l'époque de Louis XV, eh bien, le Louvre qui est habité par des artistes, par des savants, les académies, différentes académies des sciences, etc., y logent. Et puis, bien sûr, ici, les Tuileries, le palais des Tuileries, avec notamment une salle de théâtre qui était en activité à ce moment-là, en 1765, la salle des machines aux Tuileries, et puis aussi le grand théâtre, bien sûr, du Palais Royal. Vous voyez, alors le Palais Royal qui est ici, bien clair, et puis des lieux de promenade, puisque vous aviez le Palais Royal, les Tuileries, pour se promener. Bien sûr, un lieu idéal pour créer son restaurant. Alors, on a des citations, apparemment, Diderot serait allé en 1767, donc 2 ans après sa création, pardon, et a noté dans une lettre qu'il a envoyée à une de ses amies, c'est son impression de ce premier restaurant parisien, ce qui est une chance de conserver ce genre de témoignage. Si j'ai pris du goût pour le restaurateur, vraiment, oui, un goût infini. On y sert bien, un peu chèrement, mais à l'heure qu'on veut. Et il rajoute, on mange seul. Chacun a son petit cabinet où l'attention de l'hôtesse se promène. Elle vient voir par elle-même s'il ne vous manque de rien. C'est à merveille. Donc, vous voyez, Diderot témoigne vraiment à ce moment-là de l'émerveillement qui consiste à simplement se faire servir dans un petit cabinet tranquillement, ce qu'on veut. On ne sait pas trop. Mais bien sûr, que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des bouillons, c'est des choses simples, c'est des chapons au sel, c'est des œufs, c'est des riz au lait, c'est des choses tout à fait simples, mais qui changent complètement l'habitude des gens. Alors pourquoi ces menus d'ailleurs, pourquoi ces choses-là étaient disponibles? Parce qu'il y avait les corporations de métiers et que les traiteurs, les charcutiers, toutes les autres corporations de métiers avaient bien sûr prérogative, un monopole pour servir des plats que les autres ne pouvaient pas servir. Donc, au café, on pouvait servir des sorbets parce que ça ne rentrait pas dans les autres corps de métier. Et puis, dans le restaurant, on pouvait servir aussi des chapons au sel et que je vais vous dire ce genre de choses parce qu'on ne pouvait pas les servir aussi ailleurs. Alors, merci d'avancer. C'est bien, on a un appariteur comme à l'université, ça fait très sérieux. Merci Michel. Voilà, alors. Voilà quelque chose d'assez extraordinaire, qui est donc le premier restaurant, qui est une vue de ce restaurant boulanger que vous voyez sur la gauche ici. Hein. C'est une peinture que j'ai retrouvée un petit peu par hasard, qui date donc de 1831, signée par un Anglais encore, parce que les Anglais écumaient à ce moment-là à Paris, ville touristique par excellence, surtout à l'époque de la Restauration. Un tableau qui est conservé au musée Carnavalet, donc c'est une aquarelle, et qui s'appelle Carrefour Bailleul Jean Tison, tout simplement. Donc voilà, le Carrefour Bailleul Jean Tison, il était là. J'ai retrouvé l'endroit exact, je ne vais pas vous montrer une photo, mais on voit ce boulanger, ce fameux restaurant dont on avait perdu trace. Hein. C'est un Anglais qui a retrouvé ce tableau, et je dois dire que moi, j'étais très ému, bien sûr, de le voir. On voit, hein, bien sûr, l'enseigne, on voit même le T de restaurant pour restaurant boulanger, ici sur la gauche. Alors, ça va se passer très très vite. Après la création de Boulanger, eh bien, tout va se passer au Palais Royal, comme vous le savez peut-être. Vous voyez, 1784, Café de Chartres. Alors le Café de Chartres, c'est toujours le Grand Véfour, avec notre ami Guy Martin, qui est ici, qui existe toujours, qui est le plus vieux restaurant de Paris, toujours en activité, toujours aussi extraordinaire. Le Café de Chartres, c'est 1784, qui va s'appeler donc Grand Véfour en 1820. 1786, les frères Provençaux, que vous voyez donc ici, les frères Provençaux sont installés là. C'est la première fois qu'on a de la cuisine méridionale, marseillaise, qui arrive à Paris, avec les brandades de morue, avec des sauces à la tomate. On ne connaissait pas tout ça. Ça va être une grande révolution aussi. 1790, Véry. Véry s'installe pas très loin. Alors, Véry s'est d'abord installé aux Tuileries, et puis il est venu au Palais Royal par la suite. On le voit ici. Il va être intégré ensuite au Grand Véfour, mais ça va être le plus grand restaurant très cher qui va disparaître en 1859. 1791, Méo, ici, rue des Bons Enfants, que vous voyez qui était aussi un restaurant à la mode, et 1792, ça dépasse un petit peu de Boncard, ici en bas, le Bœuf à la mode, qui lui est le dernier grand restaurant du Palais Royal à disparaître en 1936.
Alors, je vais aller un peu vite parce que là, on a pris du retard malheureusement. Voici un tableau un dessin plutôt de Georges Emmanuel Opis, qui est un Allemand et qui visite Paris en 1815 et qui dessine un peu l'ambiance qu'il y avait au Palais Royal. Alors, pour aller très très vite, pourquoi le Palais Royal ça a marché? Eh bien, ça a marché parce que Louis-Philippe Égalité, excusez-moi, donc duc d'Orléans, en 1780-81, va lotir l'ensemble de sa propriété du palais royal. Donc le Palais Royal va être loti, va être l'endroit à la mode par excellence, et vont pouvoir s'y installer. Donc tous ces nouveaux restaurateurs, tous ces nouveaux commerçants, hein, puisque c'est quand même du commerce et de la mode, et tous ces magasins de mode, de variété, de nouveautés, comme on disait aussi, qui s'installent, mais aussi, il faut bien l'installer, des femmes légères, comme vous voyez devant vous, hein, et des maisons de jeux. Ça va être le lieu par excellence où on va s'amuser à Paris. Et là, les restaurants sont effectivement tout à fait liés avec cet endroit-là. Alors, le café de Chartres, je vous en ai parlé, vous voyez, au Grand Véfour, qui existe toujours près de la rue de Beaujolais, au Palais Royal, eh bien, on voit encore sur la devanture marqué café de Chartres. Donc, vous voyez, c'est une très, très longue histoire. 1784, ça commence à faire pas mal de temps. Voilà l'intérieur du Grand Véfour. Donc, c'est un décor qui date de 1834. C'est un décor qui est donc, on va dire, relativement récent, mais en même temps très ancien. C'est un des plus vieux décors de restaurant qui est encore conservé avec des allégories. Ici, vous voyez des sorbets, notamment. Hein. Donc une allégorie avec des petits sorbets qui sont représentés sur le dessus. On pourrait parler très longtemps. On va passer. Ah, voilà. Alors, très important, Véry, je vous en ai parlé tout à l'heure. Véry, alors ici, c'est un tableau de John Nixon de 1803. C'est une des rares représentations de gravures colorées à l'aquarelle. On voit un petit peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans ces restaurants du Palais Royal. Très, très, très rare document et l'iconographie étant un peu absent. Quelque chose qui est tout à fait typique dans toute cette représentation de ces premiers restaurants, on a bien sûr les mangeurs attablés tous ensemble, comme on voit ici. Il y a une ambiance assez fameuse, hein, comme on peut le voir, avec un décor très, très, très chargé, très lourd. Et puis, il y a toujours la même chose qu'on voit. Eh bien, il y a la caissière, on va dire, hein, Madame Véry, on va la voir, voilà, comme vous voyez à gauche, hein, que vous voyez ici. Voilà, ici, toujours des clients qui vont draguer, façon de parler, la taulière, comme on dirait. Voilà Madame Véry, restaurateur au Palais Royal, représenté ici donc par Thomas Rowlandson, toujours le même qu'on a vu tout à l'heure. Madame Véry, et puis ici le Café des 1000 colonnes. Vous voyez qu'on aime bien l'intérêt d'abord, à défaut de bien manger, c'est aussi d'avoir une belle vue sur la patronne. Alors, un document de 1790 qui est vraiment très, très, très étonnant, épatant même. Donc, c'est la première carte de restaurant que l'on a conservée qui date de 1790. Alors, inutile de vous dire que c'est un document complètement inédit. C'est conservé à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. On va avoir un petit détail. Merci, Michel. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait manger? Vous voyez que la carte est énorme. Hein. La carte est énorme, elle est tellement énorme. Alors, il y a les prix affichés. C'est la première fois qu'on affiche chez Véry les prix, parce qu'évidemment, c'est une grande révolution, pouvoir manger, savoir combien on va pouvoir manger. Alors, comment on pouvait choisir là-dedans? Vous voyez, entrée de poisson, vous voyez, vous avez les viandes, vous avez canard au chou au navet, chapon au gros sel, entrecôte de bœuf, sauce au cornichon, j'en passe, tête de veau naturelle, riz de veau à l'oseille, à la ravigote ou la chicorée, poitrine de mouton. Je ne vais pas faire tout le détail, mais vous voyez, il y a déjà poitrine de mouton à la Sainte-Ménéhould, qui va être des choses qui nous parlent encore aujourd'hui, et pourtant ça date de 1790. Je vais vous montrer notre carte par la suite. Merci Michel. Alors, un autre restaurant très important, j'en ai parlé succinctement, on pourrait en parler longtemps, c'est les Frères Provençaux qui vont marquer énormément, ils sont une spécialité de bouillabaisse hein, et de brandade, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va voir un menu qui, lui, date. Alors, on n'a pas la date hein, sur ces menus. Alors, un petit détail, merci Michel. Voilà les Frères Provençaux, le menu à l'époque. De quelle époque? Eh bien, il s'agit d'un petit peu chercher. Et ici, on trouve poulet, vous voyez, fricassé de poulet à l'Austerlitz et aux truffes, et fricassé de poulet à l'Austerlitz et poulet à la maringot.
Eh bien, voilà, donc on est entre 1810 et 1815, tout simplement. Vous voyez, c'est quand même déjà des documents extrêmement rares et que c'est vrai qu'il y a déjà eu, Patrick Rambourg notamment a fait des conférences sur l'histoire des menus, c'est tout à fait quelque chose d'intéressant. On pourrait développer énormément. Voilà. Un autre, et puis c'est le dernier restaurant du Palais Royal. Non, c'est juste avant, merci. Voilà, le Bœuf à la mode qui va être un restaurant très très célèbre. Une petite citation que j'aime beaucoup, puisqu'on y mangeait jusqu'en 1936. Pierre Freinet, dans le livre d'or du restaurant, avait laissé une petite note dédicace dans ce restaurant et il disait « J'aime mieux ta cuisine au bœuf à la mode, bien sûr, que celle d'en face, c'est moins vache. » Et il parlait bien sûr de la comédie française. On va passer. La seule chose qui reste de tout ça aujourd'hui, mis à part bien sûr le Grand Véfour, comme je vous l'ai dit, qui existe encore, eh bien, c'est ce petit médaillon que vous voyez là, rue des Bons Enfants, donc juste à côté du ministère de la Culture. On a conservé à l'extérieur ce médaillon en bois de ce bœuf à la mode qui n'existe plus depuis 1930. Donc voilà, je vais aborder, puisque le temps passe et file très très vite, je vais aborder la deuxième partie très vite de cette conférence sur les premiers restaurants parisiens. Merci. Évidemment, il faut parler de Grimaud de la Reynière, qui va être le grand créateur de la gastronomie en France. C'est lui qui va créer le guide gastronomique, c'est lui qui va créer les comités culinaires, les critiques gastronomiques, le journalisme gastronomique presque. C'est lui qui invente tout, finalement, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui va avoir vraiment une grosse importance en même temps que Brillat-Savarin, comme vous savez. Donc, ils sont contemporains tous les deux. Il est né à l'Ancien Régime, il était fils de fermier général, donc c'est quelqu'un qui était d'Ancien Régime, un aristocrate pur jus. Et il va avoir l'idée qu'effectivement, en traversant, il va mourir en 1837. Il va avoir l'idée qu'effectivement, tous ces parvenus bourgeois de la Révolution française et puis surtout l'époque de Bonaparte, eh bien, il était grand temps de les éduquer. Il va écrire des choses très intéressantes, notamment cet almanach des gourmands que vous connaissez, vous avez certainement entendu parler, en 1802-1812. Donc, il va publier tous les ans un guide de Paris pour dire voilà les bonnes adresses où on mange bien, que ce soit des restaurants, des cafés, des endroits où on prépare des pâtés, différentes choses. Il va être publié à plus de 20 000 exemplaires, autant que Chateaubriand, le génie du christianisme, pour vous dire que c'est un succès phénoménal à l'époque. C'est lui qui est vraiment le grand instigateur de la promotion des restaurants aussi. Alors, on pourrait épiloguer. J'ai ici une diapositive. Voilà ces fameux parcours qu'il faisait. Il partait de son hôtel ici près de la place de la Concorde. Et puis, vous voyez, il fait tout ce grand tour avec toutes ces bonnes adresses que j'ai pu redéterminer ici sur ce plan. On voit notamment le Café Procope, bien sûr, ici, rive gauche. Donc, et puis, la Marmite Perpétuelle, où c'est un endroit assez incroyable, le veau qui tête. On va passer. Et évidemment, il s'attarde bien sûr là. Alors, il réunissait toutes les semaines un jury gastronomique avec ses grands amis, et notamment il y avait Mademoiselle Mars, il y avait des comédiens, des comédiennes. Il voulait être écrivain, il voulait être critique de théâtre, et puis finalement il est devenu critique gastronomique, ce qui est quand même aberrant. Et donc les repas commençaient à 19h, duraient 5 heures jusqu'à minuit. La plupart du temps, ils se réunissaient dans un endroit qui va devenir mythique. Merci Michel. Voilà, qui est le Rocher de Cancale, qui existe toujours aussi. Alors, rue Montorgueil, qui est après, vous avez vu, après le Palais Royal, eh bien, il y a un autre quartier qui se développe, c'est le quartier des Halles, la rue Montorgueil notamment, avec ses restaurants. Et d'après Grimaud de la Reynière, le Rocher de Cancale, il y a eu 2 rochers de Cancale, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était le pic de Tenerife de l'univers gourmand. Vous voyez, donc c'est un endroit qui est évidemment extraordinaire. On va voir un tout petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà un dégustateur d'huîtres. C'est une fresque qui existe encore à l'intérieur, donc c'est plutôt une peinture sur plâtre qui existe à l'intérieur du restaurant encore dans un état lamentable. C'est classé, heureusement, mais vous voyez que c'est très abîmé. On voit la suivante, merci Michel, dégustateur d'huîtres. Vous voyez une gravure anglaise qui a repris ce dessin, on le voit beaucoup mieux maintenant, qui donc était le décor de ce restaurant où Grimaud de la Reynière, le grand critique gastronomique, a vraiment inventé ce métier dans ce restaurant-là, entre autres. Voilà, on va continuer. Voilà le Rocher de Cancale, le premier Rocher de Cancale avec spécialité d'huîtres, bien sûr, grande spécialité d'huîtres.
Vous voyez le titre ici, on voit Rocher de Cancale, on voit des huîtres, puis on voit aussi à nouveau bien des clients qui passent et qui non seulement regardent les huîtres qui sont en vente dans la rue, comme vous voyez ici, mais aussi regardent la fille de la vendeuse d'huîtres comme par hasard. Très très belle gravure que je... Voilà, parce que le temps passe très vite, et je vais finir avec bien sûr la dernière partie de cette époque qu'on appelle le restaurant balzacien. Pourquoi? Parce que Balzac a énormément écrit, grand mangeur a énormément écrit sur ces restaurants parisiens des années 1830, 1840. Bien sûr, le troisième endroit qui va se développer énormément à partir de ce moment-là, après le Palais Royal, eh bien, ce sont les boulevards. En 1836, il y a une date importante, eh bien, Louis-Philippe, le fils de Philippe Égalité, qui avait créé le Palais Royal, va fermer les lieux de jeu et de prostitution aléatoirement au Palais Royal. Le Palais Royal va disparaître. Quand je dis disparaître, c'est-à-dire que ça ne sera plus un lieu à la mode, puisqu'on ne pourra plus faire les débouches qu'on pouvait faire avant, bien manger, voire plus si affinité. Et puis, le nouvel endroit qui va remplacer cet endroit, comme vous savez, c'est toujours le jeu de chaises musicales, eh bien, ça sera les grands boulevards qui vont se développer à ce moment-là. On voit ici sur cette gravure le Café de Paris, Tortoni, la Maison Dorée, le Café Riche. Il faut être bien riche pour manger chez Riche. Donc, tous ces grands restaurants qui vont devenir à la mode. Voilà une vue d'ambiance sur les boulevards qui avait à ce moment-là donc un tableau que j'aime beaucoup qui est au musée Carnavalet, un tableau de Domenico Ferri, le boulevard des Italiens de nuit vers 1835, qui revoit un peu cette ambiance de théâtre, de sortie. Alors, dire aussi que durant toute cette époque-là, depuis la Révolution française jusqu'à 1835-40, on va changer de mode de vie, on va sortir de plus en plus tard, le souper va être décalé, et bien sûr, bientôt, on va manger à minuit, 1h du matin, donc les restaurants, ça sera l'âge d'or des grands restaurants. Vous savez très bien, si vous êtes parisien, qu'il y a encore quelques grandes maisons, on ne mange pas très bien, mais en tout cas qui sont ouvertes comme ça la nuit, qui étaient et qui, j'espère, vont rouvrir la nuit. Je pense à chez Denise, au Halles, par exemple, qui ferme à 4h du matin. On peut toujours manger des choses bien gouliantes après le spectacle. L'idée, bien sûr, est de manger après le spectacle. Et toute une ambiance qui est complètement disparue. Voici le café Tortoni, qui avait été créé par Velloni en 1795, à l'endroit où vous voyez là, et qui va fermer en 1893. Vous voyez toute cette ambiance qu'il y a sur les grands boulevards qui vont durer 50 ans à peu près. Voilà, je vais terminer avec la dernière adresse que je voulais vous parler avant de la prochaine conférence dans 15 jours sur la suite 1850-1918 à Paris, en parlant du café anglais. Le café anglais, ça a été fondé en 1802, boulevard des Italiens, toujours donc sur les grands boulevards. Ça sera le café le plus noble, le plus couru d'Europe à Paris. Le grand chef qui sera Adolphe Dugleret, donc 1805, excusez-moi, 1884. Un des meilleurs restaurants de Paris. On y mangeait à la fourchette, c'est-à-dire vers 10h du matin. On peut déjeuner tranquillement des grillades et à la carte le soir, avec 22 salons particuliers à l'intérieur de ce restaurant, qui était un restaurant, une grande invention, une grande maison, bien sûr. Il va disparaître, ce restaurant, en 1913. Vous voyez la photo juste avant sa suppression que vous voyez devant vous. Voilà, et je vais terminer avec ma dernière image, excusez-moi pour grand retard et ces péripéties techniques, avec eh bien une recette pour se mettre en appétit, puisque ça va être l'heure de l'apéro est passée, mais bientôt l'heure de se mettre à table. Eh bien, avec les pommes Anna, qui a été créée par ce chef Dugleret. Alors, le café anglais, eh bien, Escoffier, il y a bientôt une émission au mois de juin qui va passer sur Arte, sur Escoffier, le grand chef dont je parlerai la prochaine fois, a été jeune commis de cuisine au café anglais. Et il mettra dans son guide culinaire que beaucoup connaissent, c'est le classique de la cuisine française, il mettra cette recette des pommes Anna qui avait été créée pour une célèbre courtisane, donc Anna Délion, cette célèbre courtisane du Second Empire. Excusez. Voilà, je termine avec donc une bonne recette. Vous pouvez la trouver. Si vous avez besoin de la recette, je peux vous la donner. Alors, on avait même un outil spécial, une casserole spéciale pour faire ces pommes au four remplies de beurre. Merci. Alors, Olivier, il y a une question peut-être avant de conclure. Oui. Une question de Sidonie qui demande qu'est-ce qui définit la différence entre une auberge et un restaurant? Est-ce que c'est la carte, par exemple?
L'auberge, on y mange qu'à heure fixe. On y mange qu'à heure fixe. Et puis, quand on arrive trop tard, par exemple, un voyageur, on arrive trop tard, l'heure est passée, eh bien, on mange les restes. Et donc, on a simplement le plat du jour, la table commune et des heures fixes. Donc, ça limite quand même les possibilités. Alors que le restaurant, on y vient en gros quand on veut, aux heures d'ouverture, bien sûr. On y mange quand on veut et on y mange ce que l'on veut. Ça change quand même pas mal de choses. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on conclue? Je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, à nouveau, désolé pour les petites péripéties techniques. On On a va se essayé rattraper, des choses audacieuses comme les animations, la vidéo. Voilà, bon. c'est sûr. Et puis, il y a eu un léger retard à l'allumage de mon fait. Donc, désolé. Olivier, peut-être tu peux nous… Ah, ça y est, des questions arrivent. Des questions Ah, arrivent. très bien, Une nouvelle merci. question de Sidonie qui demandait la recette, si tu pouvais la partager à l'occasion, cette recette de cette belle… Ah bah, la recette de la pomme Anna, c'est pas très compliqué. Il s'agit de faire des rondelles très fines. Alors, il y a le chef Michel Trama qui, je pense, nous écoute. J'espère qu'il est encore là. Mon ami, le chef Michel Trama, que je remercie d'être là d'ailleurs avec nous ce soir. Eh bien, on découpe normalement en fines rondelles donc des pommes de terre. Et ensuite, à chaque moment, on en fait un petit peu on les met dans un faitout à fond épais, une couche de beurre, ensuite une couche de pommes de terre, une couche de alors, sel, poivre, bien sûr, une couche donc de pommes de terre, une couche de beurre, une couche de pommes de terre, et on monte comme ça 6 épaisseurs. J'ai lu la recette hier d'Escoffier. Et puis ensuite, on met au four, on oublie un petit peu au four très longtemps. On peut retourner pour que ça prenne une belle couleur. On enlève un peu le beurre, dit Escoffier, ça veut dire qu'il y a beaucoup de beurre, et puis on les consomme ensuite. Voilà. Alors, Michel Trama avait levé la main pour peut-être intervenir. Je vais essayer de lui donner la Ah parole. bah ici, il y a certainement beaucoup de choses à dire. Est-ce que, Michel, vous voulez intervenir? Bon, peut-être qu'il va nous rejoindre en tant que conférencier. Voilà. Donc, je vais l'accueillir à nos côtés pour répondre. S'il y a d'autres questions, hein, on a une remarque d'Éric Lebailly qui dit merci Olivier, c'était top. Donc, voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi pour les changements de rythme. Voilà, enfin, c'est pas évident. Michel, est-ce que vous nous entendez? Moi, je vous entends, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, on vous entend très bien. Parfait, Voilà, parfait. bonsoir Olivier, très Bonsoir intéressant. Michel. Ben oui, super, bravo. Merci beaucoup. Non, non, c'est très très beau. Et puis, malheureusement, dans 15 jours, je ne pourrai pas, mais j'espère que je pourrai la revoir. Alors, c'est la semaine, en 15 jours, c'est 1850-1918. Exact. Voilà. Exact. Oui. Alors, les pommes Anna, c'est sûr que c'est un classique. Oui. Moi, j'aurais tendance à dire que aujourd'hui, dans notre petit village, moi, j'appelle ça un peu la tatin de pommes de terre. C'est ça, oui. Et on met des choses noires dedans, vous savez. Mais on fait pas la friture. On le fait tout doucement confire les pommes de terre avec, vous savez, le truc noir. Je ne sais plus comment ça s'appelle là. La mélanosporum, là, vous savez. Ah, la truffe. Oui, oui, un truc un peu bête, quoi. Voilà, voilà. Moi, j'appelle ça les tatins de pommes de terre à la truffe. C'est Voilà. très, très bien. En tous Très les bien. cas, bravo Olivier. Merci Michel. Je Hein, suis très touché que vous soyez là ce soir. Merci beaucoup. mais c'est super. Moi, j'ai été très touché aussi quand je me souviens, tu avais fait Nez et Palais avec le nez de quartier, Michel Tout à Travail. fait. Tout à Voilà. fait. Tout Alors, à fait. Au Palais Royal, justement. voilà, juste au passage, j'avais été contacté pour prendre le Grand Véfour par Claude Lebet il y a très très longtemps. Oui. Ah bah, Et, bravo, merci oui, beaucoup. oui. On a Merci. une autre question, peut-être pour vous deux d'ailleurs. Véronique qui demande, j'ai cru comprendre que le premier restaurant était La Petite Chaise, qui est Oui. situé rue de Grenelle. Oui. Est-ce que ce n'est pas le cas? Alors, on pourrait en parler pendant des heures de tout ça parce que c'est à s'arracher un peu les cheveux. J'en ai plus beaucoup, mais euh, euh, les établissements, certainement que la Petite Chaise, c'est un débat qui était fréquenté par Mitterrand, comme certains le savent. C'est des établissements certainement très anciens. Bon, voilà. De dire que la date précise, c'est 1600, je crois, 1680 ou 1600, je n'ai plus la date en tête, c'est donc contemporain du Procope, hein, à peu près. Hein.
c'est un petit peu pour moi abusif. Parce que le problème, c'est que ça a été peut-être des auberges autrefois, ou un lieu, voilà, une auberge. Et puis ensuite, l'auberge se transforme petit à petit, comme c'est si on prend la mer Brasier, au départ, c'était pas ce que c'est devenu, ni beaucoup de chefs, les Marcons, etc. Donc, ça commence tout petit et puis ça se transforme. Alors, des fois, ça se transforme en très, très bien, ça devient un très grand restaurant, étoilé ou pas d'ailleurs, mais peu importe. Et puis, d'autres fois, bah, ça se transforme des fois en lupanar, ça se transforme en cabaret, ça perd sa fonction de restaurant, et puis ça devient un lieu de plaisir. Alors, ensuite, ce cabaret devient un cinéma dans les années 30, hein, et puis ensuite, après ben, il disparaît. Bon, alors, là, le cas de la petite chaise, il continue. Bon, est-ce qu'il est aussi ancien que ça? C'est comme la tour d'argent, bon, rien ne le prouve. Hein. Ouais, il faudra aller chercher dans les archives pour vraiment s'en assurer. Bien, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions pour cette séance. Donc la prochaine séance, Olivier, c'est le… Bien, c'est le 11 juin, donc c'est un jeudi à nouveau à 18h30. J'espère que cet horaire-là… Même heure. Même heure, même punition, et donc on va un petit peu conclure en passant dans un autre monde parisien. Je resterai assez parisien, c'est pas parce que je suis parisien, je suis breton comme certains le savent, mais parce qu'effectivement tout a commencé ici. Oui, c'était la question qui a arrivé sur l'écran, c'était tu parles uniquement des restaurants à Paris, quid de la Voilà, province? les premiers restaurants tels qu'on peut l'entendre, et non pas des auberges, j'entends bien, les premiers restaurants qui arrivent vraiment dans les grandes villes, Lyon, Bordeaux, Lille, c'est dans les années 1830-1850. Donc, vous voyez, c'est quand même très tard par rapport à 1765. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à tous. Vous êtes encore 20 présents et merci Merci pour votre beaucoup. participation. Vous étiez jusque 25 sur cette, ou 30, je crois, même sur cette conférence. On compte sur vous pour la prochaine fois. Et n'oubliez pas la petite cagnotte d'Olivier pour le remercier de tout son travail. Hein. Merci. Vous pouvez envoyer dans les liens d'inscription. Parfait. Merci à Je vous dis tous. dans 15 jours alors. À bientôt. À bientôt.